Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter un produit comme je le fais d'habitude, mais je vais vous montrer, vous expliquer comment monter un PC. Voici notre premier tuto montage PC. Monter sa configuration soi-même ou du moins avoir un PC sur mesure a plusieurs avantages. Premièrement, et c'est une chose que je répète continuellement à mes clients, vous aurez un PC qui est adapté à vos besoins spécifiques et à votre budget. Ou du moins le plus possible. En effet, si vous achetez un PC dans un super ou hypermarché, la pire chose à faire selon moi, vous vous retrouverez avec une configuration ayant des composants qui sont sous ou surdimensionnés par rapport à vos besoins réels. Nous allons donc voir tout au long de cette vidéo comment monter votre PC, mais aussi comment choisir les éléments de votre PC. Sachez que vous pouvez aussi retrouver ce tuto sous forme d'article avec bien plus de détails sur notre site hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la petite fiche. Dans ce tutoriel, nous allons monter ensemble un PC Full Asus ROG d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Cette configuration sera très à l'aise en jeu, mais aussi particulièrement pour le montage vidéo et le streaming, pourquoi pas. Voici un petit détail de notre configuration. Nous allons avoir un boîtier Asus ROG Strix Helios, un processeur Intel Core i9 9900K, une carte mère Asus ROG Strix Z390E Gaming, de la mémoire DDR4 Corsair Dominator Platinum RGB, 64 Go à 3000 MHz, un water cooling I/O Asus ROG Ryujin 240, une carte graphique Asus ROG Strix RTX 2070 Gaming, un SSD Crucial P1 d'une capacité de 1 Teraoctet, une alimentation Asus ROG Thor 850 watts et enfin un disque dur Seagate Ironwolf de 10 Teraoctets. Commençons avec le boîtier. Nous sommes donc sur un boîtier relativement imposant mais qui accepte les cartes mères au format ATX, donc le format standard, le plus répandu, et nous sommes donc dans un cas de figure qui est le plus souvent rencontré. Le choix du boîtier est l'aspect le plus personnel pour la création de sa configuration. Mais hormis le design, il y a bien évidemment plusieurs petites choses à bien regarder. Il existe plusieurs tailles de boîtier allant de tout petit à très grand. Généralement, la taille du boîtier influera sur le choix des composants que vous pourrez faire par la suite pour le mettre dedans. Ce qui est logique. Attention donc à ne pas prendre une carte mère au format ATX, format standard, pour la mettre ensuite dans un boîtier qui n'accepterait que les formats micro ATX ou inférieurs. Pour bien choisir votre boîtier, regardez le nombre d'emplacements pour les ventilateurs. Plus il y en a, et mieux c'est, puisque vous pourrez mieux refroidir votre configuration. Très important si votre configuration chauffe beaucoup. Et s'il y a des ventilateurs fournis de base, c'est encore mieux. Pensez aussi à regarder le front panel, le nombre d'USB et l'emplacement. Certains boîtiers comme celui que nous avons ici ont le front panel sur le dessus, mais si vous mettez ensuite votre PC dans un bureau, dans un petit compartiment, vous serez peut-être bloqué au niveau du front panel, ce qui serait vraiment dommage lorsque vous voudrez mettre une clé USB par exemple. Avant de continuer et de parler processeur et carte mère, faisons un petit récapitulatif sur ce qu'est le socket et le chipset. Le socket, c'est là où vient se poser le processeur, donc c'est l'emplacement physique où s'installe le processeur, qui va faire le lien forcément entre le processeur et la carte mère via les broches situées, qui sont très fragiles d'ailleurs, directement sur le socket. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir un processeur compatible avec sa carte mère au niveau du socket. Sinon ça rentre pas et vous serez bloqué. Le chipset est un circuit électronique chargé de faire les liaisons de données entre divers composants, processeurs, mémoire, etc. Il peut exister plusieurs chipsets pour le même socket, Z390, H370 pour le socket 1151 par exemple, chacun ayant ses propres avantages et particularités. Parlons maintenant un petit peu du processeur. Si Intel a dominé pendant longtemps le marché du CPU, AMD revient sur le devant de la scène avec des processeurs Ryzen qui offrent un rapport qualité-prix vraiment très bon. Il y a des processeurs vraiment pour
tout le monde, allant d'une soixantaine d'euros à plusieurs milliers d'euros. Un petit processeur suffira amplement pour de la bureautique. Ensuite, on a une fourchette de prix allant de 150 à 500 euros pour des utilisations avancées du type gaming, streaming, montage vidéo, productivité, tout ce qui est par exemple issu de la suite Adobe, ça se dit Adobe, pas Adobe, Adobe. Hein? Au-delà, le marché est clairement destiné à un usage professionnel. Installer un processeur sur un socket Intel est une opération qui peut être très risquée. En effet, grossièrement, l'emplacement du CPU, le socket donc, est composé d'un grand nombre de pins qui sont très fragiles. Il ne faut en aucun cas les toucher au risque de les tordre et de rendre la carte mère inutilisable. Il faudra donc faire très attention à l'installation du CPU pour éviter notamment qu'il glisse entre nos doigts et qu'il détruise complètement les pins, telle une météorite s'écrasant sur la ville de New York. Maintenant que vous êtes mis en garde, passons aux choses sérieuses. Appuyez sur le petit levier et tirez-le légèrement sur le côté pour libérer le socket. Laissez bien le cache à son emplacement, il se détachera tout seul par la suite. Vous constaterez qu'Intel a bien fait les choses et que le socket dispose d'un détrompeur pour l'insérer dans le bon sens. De plus, sur ce socket, l'écriture sur les HS du CPU, la partie supérieure visible du processeur, se trouve bien face à nous et n'est pas à l'envers. Et maintenant, parlons un petit peu de la carte mère. Hormis le design de la carte mère qui reste là aussi un choix très personnel, il faudra bien veiller à plusieurs choses. Notamment au niveau de la connectique, vérifier le nombre de ports USB tant à l'arrière que pour le front panel. En effet, aujourd'hui, de plus en plus de périphériques nécessitent un port USB. J'ai même eu récemment un écran l'Asus ROG Strix XG32 VQR qui nécessitait un port USB pour contrôler son RGB. Vérifiez qu'il y a bien le Wi-Fi, ce qui pourrait être très utile si vous en avez besoin, mais aussi les emplacements pour SSD au format M2 avec un dissipateur thermique, c'est encore mieux pour éviter le thermal throttle. Et bien sûr, revenons sur la base, pensez à bien prendre une carte mère compatible avec le processeur que vous prendrez. Ce sont des éléments qui sont obligatoirement affichés sur la fiche produit à la fois du processeur et de la carte mère. Faites-y bien attention, ne vous trompez pas. En pratique, installer sa carte mère n'a rien de sorcier. Le boîtier est, dans la plupart du temps, prééquipé d'entretoises. Il nous suffira alors de poser la carte mère dessus et de visser la carte à l'aide des vis fournies. Et c'est tout. Passons maintenant à la RAM ou la DDR4, la mémoire vive, appelez ça comme vous voulez. C'est aussi un aspect très important, il faut y faire attention et sachez tout d'abord que nous sommes actuellement sur la version DDR4, la DDR3 étant dépassée depuis quelques années et la DDR5 arrivera dans les années qui arrivent. Vous ne faites que de la navigation ? 8 Go voire 4 Go suffiront si vous ne lisez que vos mails. Passez à 16 Go si vous faites du gaming pour être bien et pas trop limité dans les gros jeux bien gourmands. Et passez à 32 Go si vous faites en plus beaucoup d'applications comme du gros montage vidéo ou d'autres logiciels de la suite Adobe qui pomperaient beaucoup de mémoire vive. Et vous pourrez monter encore plus haut dans certains cas, mais à ce niveau-là, vous ne regarderez pas cette vidéo de toute façon. Installer et retirer une barrette mémoire est un jeu d'enfant. En effet, il faut juste faire attention au sens dans lequel il faut insérer le module dans le slot. Tout d'abord, il faut désenclencher l'éclipse des slots. Il faudra le faire soit seulement sur la partie de haut, soit sur les deux extrémités selon la carte mère que vous avez. Ensuite, regardez bien le détrompeur et passez votre barrette dedans, puis appliquez une pression sur chaque extrémité jusqu'à que le module se clipse bien dans son emplacement. Si votre mémoire n'est pas bonne, de la DDR3 par exemple, le détrompeur ne sera pas bien aligné, faites bien attention. Ensuite, chose très importante, il faudra rentrer dans le BIOS afin d'activer le profil XMP. Sans cela, vous avez beau acheter un kit mémoire à haute fréquence, vous serez bloqué au minimum, soit 2133 MHz. Ce qui serait vraiment dommage puisque vous perdrez inutilement en performance. Vous pouvez voir sur la capture d'écran ici qu'il suffit de choisir l'option activer pour activer la fonctionnalité. Globalement, le principe est identique chez les autres constructeurs. Quant au système de refroidissement pour le CPU, c'est également très important puisque sans lui, votre CPU cramera. Ah, c'est triste, mais c'est comme ça. Avec certains CPU, un ventirad est fourni, mais généralement plus on va dans le haut de gamme et moins il y a de chances que le ventirad est fourni. Ceci en raison du fait que
plus on monte en gamme, plus le processeur va chauffer, donc plus il faudra un ventirad ou système de refroidissement qui est costaud. Par exemple, notre 9900K n'est pas livré avec un système de refroidissement. Il existe globalement 3 types de refroidissement. Le ventirad, qui est un radiateur surmonté d'un ventilateur, le water cooling tout en un ou AIO, un système donc tout en un avec une pompe, un water block et du liquide de refroidissement pour refroidir le processeur. Enfin, moins courant surtout pour les novices, le water cooling custom. Donc là aussi c'est un refroidissement par liquide, mais où on va tout assembler nous-mêmes, pompe, radiateur. Voilà, là on est quand même sur un système très coûteux et très avancé qui n'est pas à la portée du premier venu. L'installation exacte d'un AIO peut varier selon la marque. Ici nous détaillons l'installation de notre Ryujin, mais le principe est généralement semblable. Référez-vous donc au manuel d'utilisation de votre système de refroidissement. Comme bien souvent, il nous faudra d'abord placer la backplate à l'arrière de la carte mère. Une fois que ceci est fait, nous pourrons alors poser le bloc pompe waterblock sur le processeur, sans le cache, sur les entretoises et utiliser les 4 écrous à main afin de fixer le bloc pompe. Attention, avant de poser l'AIO sur le processeur, il faut impérativement penser à appliquer une petite noisette de pâte thermique au centre du CPU. Il arrive évidemment que votre AIO ou ventirad ait de la pâte pré-appliquée sur sa base. Vous pourrez soit la garder, soit la retirer pour en appliquer une vous-même qui est plus performante. Prenez bien garde également, certains systèmes de refroidissement disposent d'un film plastique protégeant la cold plate. Il faudra impérativement la retirer avant de le poser sur le processeur, au risque d'une surchauffe de celui-ci. Enfin, au moment où votre système est posé sur le processeur, pensez à serrer en croix. En effet, serrer en croix permet de répartir à peu près uniformément la pâte sur le processeur et elle finira de se répartir sur l'IHS lorsque le PC sera lancé sous l'effet de la chaleur. Pour bien choisir son alimentation, ce n'est pas sorcier, il faut principalement se concentrer sur la puissance de celle-ci et bien prendre en compte le fait qu'elle atteint son meilleur rendement énergétique à environ 50% de charge. Ce qui veut dire que si vous jouez principalement sur votre PC, que votre configuration consomme 300 watts, l'idéal est de prendre une alimentation avec une puissance de 600 watts. Votre PC consomme 400 watts la plupart du temps, vous pouvez prendre une alimentation 800 watts idéalement. Bien sûr, vous pourrez prendre une alimentation moins puissante, 700 watts, 600 watts, c'est comme vous voulez. Ensuite, il y a la notion de certification, la norme 80+, bronze, argent, gold, platinum, etc. Généralement, plus on monte en grade, plus l'alimentation est haut de gamme. Enfin, la modularité de l'alimentation peut être importante. Sur une alimentation non modulaire, on aura tous les câbles qui seront d'office branchés sur le bloc d'alimentation, ce qui ne facilite pas le câble management. Et sur une alimentation dite modulaire, on pourra ne brancher que les câbles dont on a besoin. Donc c'est idéal pour un câble management propre. Généralement, plus on va dans le haut de gamme et dans les hautes puissances, plus on a de chances que l'alimentation soit modulaire. L'installation d'une alimentation n'a rien de compliqué en soi. Selon les boîtiers, le système peut légèrement différer mais n'est jamais sorcier. Soit on glissera le bloc par un côté latéral directement, soit on viendra la rentrer par l'arrière en la faisant glisser comme c'est le cas ici. Commencez par brancher les câbles dont vous aurez besoin par la suite au bloc d'alimentation. Retirez le cadre du boîtier pour le fixer à l'alimentation à l'aide des 4 vis fournies dans le bundle. Puis glissez l'alimentation dans le boîtier et revissez le cadre afin de faire tenir l'ensemble. Peu de boîtiers utilisent ce système pour placer l'alimentation. Bien souvent, il vous suffira de la poser sur son emplacement en la rentrant par un côté, puis de visser directement les 4 vis pour fixer l'alimentation au boîtier. Le choix de sa carte graphique est très complexe. En effet, déjà on a une gamme de prix très large, allant de 40 € à plus de 2000 €, et encore bien au-delà pour des cartes graphiques professionnelles. Encore une fois, ça ne nous concerne pas ici. Le choix de votre carte se fera donc principalement sur le type de jeu auquel vous jouez. Un jeu comme Fortnite ne demande pas la même puissance que les derniers jeux Far Cry ou Tomb Raider par exemple. Faites aussi attention à votre alimentation lors du choix de votre carte graphique. En effet, par exemple, si vous avez une RTX 2080 Ti, Nvidia recommande une alimentation de 700 watts. Donc si vous avez une alimentation qui fait seulement 300 ou 400 watts, il faudra peut-être monter un petit peu. Ouais.
Installer une carte graphique n'est pas sorcier non plus, ici notre carte RTX 2070 Gaming. Le principe est le même pour toutes les cartes, sur votre carte mère vous avez ce qu'on appelle des ports PCI Express. C'est sur ces ports que nous allons introduire la carte graphique. Une fois insérée, il faudra la visser sur les slots d'extension du boîtier afin qu'elle reste bien en place et qu'elle ne risque pas d'endommager les ports PCI Express à cause de son poids. C'est aussi pour cette raison que nous voyons de plus en plus des supports à carte graphique, comme celui présent de base sur le boîtier Helios. Une fois cela fait, il suffira de brancher, si nécessaire, le nombre de ports variant selon la consommation de la carte, les ports d'alimentation PCI Express. Là encore, la manipulation n'est pas compliquée, le ou les câbles arrivant de votre alimentation, vous avez généralement la mention PCIe notée sur le connecteur qui est lui aussi équipé d'un détrompeur. Il nous suffira alors de tirer le câble jusqu'à la carte et de brancher. Pour les SSD et les disques durs, là aussi on a plein de choix. Nous privilégions généralement sur les configurations moyen et haut de gamme obligatoirement un SSD au moins pour le système d'exploitation pour qu'il démarre plus rapidement, que les programmes se lancent aussi plus rapidement, bref une meilleure réactivité générale de votre système. Mais pour les SSD, nous avons plein de formats. 2,5 pouces qui va se brancher en SATA avec des câbles et au format SSD M2 qui ne nécessitera pas de câble et se branchera directement sur la carte mère comme je vous en ai parlé tout à l'heure quand on parlait des cartes mères et des emplacements pour les SSD M2. D'une manière globale, vous réussirez mieux votre câble management avec un SSD M2 puisqu'il ne nécessite pas de câble, mais si en plus ce SSD est NVMe, il sera bien plus rapide qu'un SSD qui est SATA. Attention, un SSD SATA peut aussi être au format M2. Et oui, le petit piège, faut bien regarder. Et ensuite, même au niveau des SSD NVMe, on peut avoir encore plusieurs catégories de débit. Une vraie jungle. Forcément, la capacité de stockage de votre SSD dépendra de votre utilisation, ce que vous allez en faire. Bureautique, prenez 120 Go, mais si vous jouez, vous avez des applications lourdes, prenez peut-être du 500 Go. Pour brancher disque dur et SSD SATA, c'est pas compliqué. Nous aurons systématiquement deux câbles à brancher. Le premier est l'alimentation SATA venant directement du bloc d'alimentation, permettant de le brancher électriquement pour qu'il puisse se lancer. Le second est le câble SATA, permettant au disque de se brancher sur la carte mère et donc d'être reconnu par Windows. Pour l'installation d'un SSD au format M2, c'est aussi enfantin. Tout d'abord, il va falloir que vous localisiez l'emplacement sur votre carte mère. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à le trouver. Il arrive parfois, selon la carte mère, que cet emplacement soit surmonté d'un dissipateur thermique. Évidemment, c'est un avantage. Il faudra alors retirer le dissipateur thermique s'il y en a un, puis glisser le SSD dans le connecteur en le rentrant en formant un angle. Pour ensuite fixer le SSD, soit vous aurez la visserie en bundle avec la carte mère, ou encore avec le SSD lui-même. Parfois, il suffit simplement de replacer le dissipateur thermique pour que le SSD soit vissé en même temps, comme c'est le cas ici. Attention, si vous avez un dissipateur thermique, pensez à retirer le film de protection sur le pad thermique. Quant au disque dur, c'est bien évidemment le meilleur ami du SSD, des grosses capacités, des prix pas chers au giga. Il sera parfait pour compléter votre configuration pour pouvoir stocker des fichiers lourds comme vos films et potentiellement plein d'autres choses. Ici, pour installer le disque dur, c'est très simple puisque ce boîtier ne nécessite pas d'outils. Il nous suffira de tirer le panier vers nous. À l'intérieur, nous pouvons voir des petits ergots qui vont se placer dans les filetages du disque dur. Il arrive qu'il faille simplement le visser. Asus nous a épargné cet effort avec un système plus pratique et plus rapide. Une fois le disque en place, il suffit de le reglisser dans son emplacement et de le brancher. Une fois qu'on a installé tout ça, c'est bien là qu'on va commencer à s'inquiéter un petit peu puisque il faut faire le câble management. Le câble management, c'est simplement le fait de ranger les câbles de son ordinateur pour que ce soit joli et pas en pagaille. Si assembler les composants, c'est un petit peu comme du Lego,
faire le câble management, c'est beaucoup plus de réflexion. Nous allons donc voir en détail les parties qui sont communes à toutes les configurations. Pour le front panel, afin que les boutons de votre boîtier puissent fonctionner et donc entre autres allumer votre PC, il faudra forcément les brancher. Ce panneau contient plus ou moins de câbles selon les entrées qu'il dispose. Nous retrouverons systématiquement le bouton Power, parfois Reset avec les LED d'activité. Le branchement de cette partie est commune à la plupart des cartes mères. Pas de panique, cette procédure est toujours détaillée dans le manuel d'utilisation de la carte mère. Quant à l'alimentation 24 pins et 8 pins, sans ces câbles bien branchés, votre PC ne démarrera jamais. En effet, ce sont eux qui vont alimenter en électricité la carte mère et le socket. Pour les prises fans sans ventilateur, votre précieux PC aurait un gros coup de chaud. La connectique des ventilateurs peuvent se décliner en deux types, 3 pins et 4 pins. Dans les deux cas, pas de panique, vous pourrez très bien les connecter sur votre carte mère. Toujours pour le front panel, nous pouvons avoir plus ou moins de ports USB de différents types. Voici côte à côte le branchement du port USB 3.0 et de l'USB 2.0. Ces câbles sont eux aussi munis de détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper lors du branchement. Les ports USB 2.0 sont la plupart du temps sur le bas de la carte mère, le port USB 3.0 est lui parfois sur le bas, parfois sur la tranche droite de la carte mère. D'autres périphériques peuvent utiliser les ports USB 2.0 internes, comme c'est le cas ici avec notre water cooling tout en un. Quant à l'USB 3.1 de type C, troisième type de port USB pour le front panel, le header pour ce port est quant à lui plus discret que ses petits frères, son emplacement varie selon les cartes mères mais est facilement reconnaissable. Une fois tout branché, le but du jeu est d'avoir l'arrière propre. Ici nous avons un chemin prédestiné à faire passer l'ensemble des câbles via des bandes velcro pour tout faire tenir en place. Nous avons seulement le câble de l'alimentation CPU qui ne passe pas par là. Si malgré ce tuto montage PC qui nous semble assez complet, surtout en plus de l'article sur notre site, vous ne vous sentez pas de monter vous-même votre configuration, nous vous invitons à contacter CK Informatique, mon entreprise, et nous nous ferons une joie de monter votre ordinateur. Pour ceci, je vous laisse mon adresse mail dans la description, mais vous aurez également un formulaire de contact dans l'article du tuto montage PC. Nous nous occuperons alors d'assembler votre machine, de faire un câble management parfait, mais aussi forcément de vous installer Windows. Et pour aller plus loin, nous pouvons aussi delete votre processeur et même vous faire un water cooling custom si vous le désirez. Nous commençons également à vous préparer des configurations toutes faites correspondant à certains budgets et types d'utilisation. Cette section va évidemment grandir au fil du temps, surveillez bien le site, suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous pourriez y voir de belles choses. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour avoir encore plus de détails quant au choix des composants. Mettez un commentaire si vous avez des questions, un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, c'est très important, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.